Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'architecture où nous allons parler des registres. Avant de suivre celle-ci, je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir ou même revoir la vidéo sur le processeur, puisqu'il y a pas mal de détails dans cette présentation qui feront référence à cette vidéo et qui nécessitent évidemment de comprendre, un minima, le fonctionnement de votre processeur pour savoir un petit peu ce qui va être raconté dans cette vidéo-là. Je vais reprendre certaines choses et ça fera mention à certains éléments de la vidéo sur le processeur. Donc histoire de ne pas être perdu, revoyez si ce n'est si vous avez besoin ou même vous voyez tout court si ce n'est pas fait cette vidéo avant d'attaquer cette présentation des registres. Maintenant on va pouvoir passer à cette vidéo précisément. Alors, comme je le fais habituellement sur chacune des vidéos d'architecture, quand je présente un concept, une notion, etc., je procède par une petite définition qui soit la plus claire et la plus simple possible. Un registre, si on veut définir ça très simplement, on parlera de petit emplacement mémoire qui est interne au processeur, d'accord? Alors c'est généralement de la mémoire qui va être statique, la fameuse mémoire qu'on appelle SRAM, d'accord, qui est intégrée au processeur et qui va être très rapide. Ok, alors c'est évidemment coûteux, je pense que ça vous l'aviez compris dans la vidéo notamment sur le processeur. Vous avez parlé du fait que on a tendance à en fait avoir une mémoire qui, si elle est rapide, est en quantité on va dire moins importante et aussi très coûteuse. Parce que c'est coûteux, et bien la quantité en fait de cette mémoire sera moins importante que ce que vous avez par exemple comme quantité pour vos disques durs, d'accord? Alors pour cela on va retrouver justement une hiérarchie, c'est quelque chose à laquelle on fait mention quand on parle des différents types de mémoire, donc une hiérarchie des mémoires, et on va retrouver principalement nos registres, d'accord, qui est finalement la mémoire qu'on va avoir la plus rapide, accessible pour nous en tout cas qu'on va utiliser, qui est la mémoire qui est la moins présente aussi, encore une fois en capacité, et on va de toute façon détailler tout ça dans cette présentation. Un petit peu, de manière un peu plus importante, on va retrouver la mémoire cache. On en avait parlé aussi sur la vidéo sur le processeur et j'en ai également parlé sur la vidéo fonctionnement de la mémoire. Donc c'est aussi mine de rien une présentation où vous pouvez regarder en parallèle si vous n'avez pas souvenir de ce qu'on avait abordé ou simplement que vous ne l'aviez pas vu. Il y a une vidéo sur le fonctionnement de la mémoire, donc mémoire virtuelle notamment, qui avait été abordée dans la playlist d'architecture, qui pourra vous aider un petit peu à comprendre certaines spécificités ici présentées. On va retrouver ensuite tout ce qui est mémoire centrale, donc ça c'est par exemple la mémoire RAM, la RAM que vous avez, donc les barrettes de mémoire que vous avez dans vos ordinateurs, et on va retrouver tout ce qui est mémoire de masse, donc c'est ça évidemment qui a la capacité la plus grande, ce sont vos disques durs, ce sont les disques flash, donc les SSD, et je n'ai pas mis là-dedans, mais tout ce qui peut servir également à de l'archivage, par exemple si vous faites des sauvegardes sur des clés USB, sur des DVD, etc., c'est pris en compte dans tout ça, puisque c'est souvent sur des disques externes ou autres, donc ça fait partie de cette mémoire de masse qui va évidemment être en une capacité beaucoup plus grande, sera moins coûteux, d'accord, mais sera aussi plus lente. On a toujours ce système de moins on a ici finalement de capacité, on va dire de quantité de stockage, et plus on a en fait quelque chose qui est rapide, mais comme c'est rapide, ça coûte cher aussi, donc on en met peu. Voilà. Un petit peu pour cette hiérarchie finalement des mémoires qu'on a ici. Alors, les particularités de nos registres, puisque c'est ce qui va nous intéresser dans cette présentation, c'est finalement de se poser la question de quel registre, d'accord? Quand on parle de registre, on parle de quel registre? Alors déjà, on va avoir des registres, on le verra par la suite, qui sont accessibles ou non par l'utilisateur, d'accord? Certains vont être utilisables, exploitables, par l'utilisateur. Alors quand je parle d'utilisateur, je parle de programmeur, évidemment. Ça peut être les personnes qui, par exemple, développent des compilateurs, développent des systèmes d'exploitation. Ils font partie de ces utilisateurs qui auront éventuellement besoin d'avoir un accès à ces registres. Et vous verrez que certains ne le sont pas forcément. On va aussi, et ça paraît un petit peu logique avec tout ce qu'on a vu sur d'autres vidéos, des registres qui vont être spécifiques, d'accord? C'est-à-dire qui vont servir à un certain type qui vont avoir un rôle en fait, qui vont servir à un certain type de données. Et on va retrouver des registres plus généraux. Donc eux, ils accepteront finalement un peu n'importe quoi, n'importe quel type d'information, et ils pourront être utilisés tels quels. Ce qui va nous intéresser en deuxième point finalement, c'est la taille. Puisque je vous ai expliqué que la capacité des données que l'on peut sauvegarder va différer finalement du type de mémoire qu'on utilise, d'accord, type de stockage. Et ici, pour les registres, tout va dépendre de votre processeur. C'est pour ça qu'il y a des choses à savoir là-dessus. Généralement, c'est la fameuse taille du bus, d'accord. Si on dit qu'un bus de données en fait peut accueillir des données de 32 bits, d'accord, et vous aurez en fait des registres de 32 bits et on va définir en fait cette architecture comme ça. Quand on parle que l'architecture du processeur est 64 bits, 32 bits, 16 bits, etc. Vous avez en fait, donc généralement ça fait référence, pas à 100%, mais ça fait la majeure partie du temps référence à la taille du bus de données, et à partir de là, vous obtenez en fait la taille de vos registres, l'information en fait qu'ils pourront stocker. Voilà pour ces, en tout cas, petites particularités, avec l'ensemble des informations qu'on a.
Maintenant qu'on a fait ce petit point là, on va, pareil, j'avais suivi un petit peu cet ordre, ce modèle un petit peu de présentation pour d'autres vidéos, parler du registre au format physique, d'accord? On va revenir sur des points notamment qu'on a abordés pour le processeur. C'est-à-dire qu'avant de rentrer sur, on va dire, tout ce qui est plus logiciel, d'accord, tout ce qui est directement utilisation par le programmeur, en quoi ça consiste? Donc ça, je vous l'avais dit, que pour la composition physique, on parle de mémoire statique, d'accord, le fameux SRAM, c'est la composition qu'on va retrouver pour nos différents registres. Donc ce sont en fait des petites cellules mémoire qu'on va retrouver avec une petite capacité, et on va utiliser cette mémoire-là qui sera la plus rapide possible, et c'est ça en fait qui va être tout l'avantage, vous allez le voir très vite, de nos registres. On va ensuite, et ça c'est sur des modèles on va dire actuels, ce n'était pas le cas évidemment sur les tout anciens processeurs, etc. Maintenant les choses ont évolué grandement, on a fait tout un historique un petit peu de l'évolution des processeurs au fil du temps. Vous avez vu un petit peu à quel rythme, à quelle vitesse ça a augmenté, et les performances qu'on a pu atteindre en fait avec toute cette évolution. Et on va parler surtout aujourd'hui de bancs de registres principalement. C'est-à-dire plutôt que d'avoir forcément déjà très peu de registres qui seraient un petit peu éparpillés à droite à gauche, on va retrouver aussi beaucoup de bancs de registres, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des registres rassemblés, d'accord, ensemble autour finalement d'un même circuit. Et on va comme ça pouvoir procéder à différents acheminements de données, que ce soit pour de la lecture, pour de l'écriture. On pourra également choisir le mode d'activation, en fait, si on fait de la lecture, de l'écriture. Et maintenant, vous savez aussi par rapport au processeur, avec tout ce qui est parallélisme, d'accord, parallélisation des traitements, on peut en plus s'amuser en fait à faire des traitements parallèles, c'est-à-dire pas forcément faire l'un ou l'autre, mais on peut comme ça paralléliser tous les traitements qu'on fait au niveau du processeur, qui va gérer finalement l'exécution des instructions. Rappelez-vous ce principe de décodage, exécution, etc. Et on retrouve ça ici. Et tout ça, comme d'habitude, cadencé avec l'horloge. Bon, je l'ai remise ici, c'était pas obligatoire, mais c'était pour vous expliquer que, évidemment, cette horloge, la fameuse horloge qu'on avait vue pour le processeur, cadence absolument tout, et les registres ne font pas exception à ça. Voilà pour la composition physique, en tout cas, on va dire pour une partie. Alors, ce qu'il faut aussi savoir par rapport à tout ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, alors je l'avais pas dit notamment pour la taille, mais on reviendra sur la taille des données par la suite, d'accord, c'est au niveau finalement de, ici, les différents éléments que nous avons. On va retrouver ce que j'en avais parlé sur les processeurs, donc c'est bien de faire un petit rappel là-dessus. Donc de la RAM statique, ça oui, il n'y a pas de problème, mais aussi un système qui est composé de bascules. C'est-à-dire que la fameuse SRAM, alors c'est pas une vidéo sur le fonctionnement des types de mémoire, dynamique, statique, etc. Mais on va retrouver le principe de bascule. Rappelez-vous les bascules RS, JK et D que j'avais citées dans notamment la vidéo sur les processeurs. Et on va réutiliser ces systèmes-là, donc ce sont des circuits, d'accord, là on est vraiment dans l'électronique, et c'est tout ça qui va nous permettre de produire cette fameuse mémoire statique qui est finalement le type de mémoire utilisé pour nos registres. Donc on va vraiment retrouver tout ça, d'accord? Voilà, je pense que là-dessus, je vais pas vous dire grand chose de plus, encore une fois, c'est pas un cours d'électronique non plus. On s'intéresse à ce qui nous sert et je vous représente toujours ce qui va servir pour d'autres cours, d'autres vidéos de la chaîne. C'est tout l'intérêt de ce genre de vidéos d'architecture. Autre point, par contre, que je peux citer avant de passer à la suite, parce que vous comprendrez un petit peu par la suite également, on va pas avoir forcément une représentation précise, par exemple à titre, on va dire physiquement parlant, d'accord, des registres, avec ce qui sera disponible au niveau logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et surtout avec les machines qu'on a maintenant modernes, on a beaucoup de renommage de registres. Ça veut dire qu'en fait, un registre dit physique ne sera pas forcément le registre que vous allez manipuler ensuite vous en tant qu'utilisateur, d'accord? On va avoir en fait une différence à ce niveau-là, et ça va permettre en fait des avantages sur en fait le nombre de registres disponibles, sans pour autant changer forcément, on va dire, pour l'utilisateur, ce qu'il y a en fait lui d'accessible. Rappelez-vous cette histoire de registres qui sont accessibles ou non, on va retrouver tout ça. Si on utilise ce système de renommage de registres qui est justement appliqué ici, ça va permettre en fait d'éviter les problèmes de dépendance, d'accord? Par exemple, admettons, on veut avoir un accès au registre, à un registre pour de la lecture ou autre, à une information, et en fait un autre traitement a besoin de ce registre en particulier, et il serait forcément dans l'attente, d'accord, que en fait le premier traitement soit terminé, et on aurait ce même principe. Rappelez-vous, pour le processeur, le système de on traite une instruction, on est obligé d'attendre la fin de la première instruction pour traiter la deuxième, et ainsi de suite. Et on avait vu qu'avec tout le système de pipeline, d'accord, on pouvait en fait paralléliser tout ce qui est décodage, etc., exécution, plutôt que d'attendre que tout le traitement d'une instruction se termine pour faire l'instruction suivante, on pouvait en fait anticiper la suite et donc pouvoir traiter plus d'instructions finalement dans un même temps. Okay, donc là, c'est un peu le même système. Avec le renommage des registres, on a plus ce problème de dépendance finalement des accès aux registres. Donc on a
plus de registres physiques que les registres que vous avez en fait architecturaux, donc qui sont les registres disponibles pour l'utilisateur, et ça évite ce problème de en fait moi je dépends de tel registre, je dois attendre ce registre pour tel traitement, mais il est utilisé ailleurs, il est occupé, etc. Et on évite ce genre de problème là. Donc voilà un peu comment on résout ce genre de soucis de dépendance avec le renommage de registres. Donc les numéros, en tout cas l'identification des registres qu'on va voir juste après, sert évidemment à l'utilisateur, mais comprenez, et surtout de nos jours, que ça ne représente pas physiquement les registres tels qu'ils sont en fait au niveau du circuit. D'accord, ça va être un peu plus complexe au niveau du circuit, et ils seront en plus grand nombre que ce que vous avez vous de manière logique. Ok, alors ça c'était un petit rappel du schéma d'un processeur, justement, vidéo des processeurs, je vous avais fait ce schéma, je l'ai repris exactement ici. Petit rappel simplement important, pour vous voyez qu'on avait déjà abordé quelques petits registres, rapidement, on avait parlé de l'accumulateur, le registre d'état, le registre d'instruction, et finalement le compteur ordinal, et c'est des choses qu'on va réaborder par la suite. Donc c'était juste, je voulais le mettre là dans cette vidéo pour faire un petit rappel, que vous ayez à nouveau en tête ce schéma, avant d'attaquer on va dire la suite. Au niveau des différents types de registres, rappelez-vous, les registres qui sont accessibles, pas accessibles, etc. On va parler des fameux registres internes. Les registres internes ne vont pas vous concerner vous en tant que programmeur, d'accord? On va retrouver principalement, encore une fois, le but c'est pas de vous énumérer tout ce qu'il y a en plus. Comprenez que suivant le type d'architecture, vous aurez bien sûr une composition différente, plus ou moins de choses. Le but moi ici c'est de faire une vidéo la plus globale possible, pour vous donner les éléments qu'on va retrouver assez couramment, d'accord, un peu partout. Et après, vous avez bien sûr des spécificités d'un modèle de processeur à un autre, d'une famille de processeurs à une autre. Voilà, ça c'est bien sûr, il y a des choses qui s'adaptent, on ne peut pas en fait résumer toute la composition de tous les processeurs, toutes les architectures finalement, en un seul schéma, en une seule énumération de choses. Donc pour les registres internes qui vont nous intéresser ici, j'en ai retenu 3, d'accord? On va voir alors. Attention, c'est pas la RAM, la mémoire en mémoire centrale, d'accord, c'est d'autres choses, c'est le registre d'adresse mémoire et notamment le registre tampon mémoire. Ces deux-là vont fonctionner ensemble, d'accord, notamment pour tout ce qui est lecture, écriture. Donc ça va permettre en fait de gérer tous ces types finalement de traitements. Quand on va avoir de la lecture, en fait, les données qu'on va avoir en tout cas qui sont indiquées dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'il va en fait mémoriser une adresse. Rappelez-vous qu'on travaille toujours avec la mémoire centrale en fait, c'est-à-dire qu'ici on stocke une adresse mémoire, et ensuite on dira voilà, il faut aller chercher telle information dans la RAM, donc la mémoire centrale cette fois-ci, par rapport à ce qui est indiqué dans le registre. Donc les données dans la RAM sont chargées dans le registre ici, d'accord, celui-ci c'est un buffer, c'est pour ça qu'on parle de tampon, c'est un registre tampon qui va sauvegarder une information le temps de la voir pour de la lecture. Et quand on veut finalement faire de l'écriture, le CPU, donc le processeur, va mettre en mémoire en fait à l'adresse qui est indiquée dans ce registre-là, d'accord, le contenu ici, d'accord. Donc on va avoir différents changements. Voilà. Donc ces deux fonctionnent ensemble, ok. Ça ne vous concerne pas encore une fois en tant qu'utilisateur, en tant que programmeur. C'est le processeur qui l'utilise. Voilà, c'est pour son fonctionnement à lui. Vous n'avez donc vous pouvez pas en fait accéder à ces derniers. Vous pouvez pas vous amuser avec ces registres, j'ai envie de dire. C'est pour le processeur directement. Et on a bien sûr, on retrouve notre fameux registre d'instruction, qui est des fois appelé Instruction Pointer, donc IP. Alors souvent je mets les alias parce que vous verrez que suivant les cas, vous allez retrouver des noms différents. Si un jour vous regardez sur des manuels de processeurs, pour les architectures externes, tout ça, vous ne trouverez pas forcément toujours les mêmes noms. Voilà, comme c'est pas normalisé, il y a des fois 3-4 noms différents pour parler du même registre. Donc je sais que c'est assez déroutant pour certains, donc généralement je vous donne pas mal de noms pour vous montrer qu'on fait référence à la même chose. Et des fois même certaines personnes confondent, considèrent que deux noms de registres sont le même registre, alors qu'en fait non, c'est deux registres différents. Mais comme des fois le fait de passer à l'anglais au français mélange les choses, on a des faux amis dans la langue, on a tendance à confondre un peu les choses, alors qu'en fait on ne parle pas des mêmes choses. Mais vous inquiétez pas, dans la vidéo, tout sera détaillé comme il faut à ce niveau-là. Donc le registre d'instruction, pour revenir à celui-là, je crois que de toute façon que je vous en avais parlé pour le processeur, donc c'est en fait l'instruction qui est en cours, d'accord, celle qui est en cours de traitement, décodage, exécution, etc. On en avait parlé sur le processeur, donc je ne reviendrai pas dessus. On a fait toutes les étapes d'exécution et de traitement d'une instruction par le processeur, donc je vais évidemment pas redétailler tout ça ici. Voilà pour les registres internes. Ok, on a fait un peu le tour de ces différents registres. Je passe assez vite dessus encore une fois parce que nous c'est pas ceux qui nous intéressent le plus. Là c'est plus à titre de information générale, culture générale pour vous sachiez. Mais vous pouvez bien sûr creuser un peu plus loin, de voir si vous voulez vous renseigner davantage sur les registres internes qui concernent vraiment le processeur lui-même et pas l'utilisateur derrière.
vous pourrez trouver pas mal d'informations à ce sujet. Nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, ce sont les registres architecturaux. Les registres architecturaux, ceux qui sont indiqués dans l'architecture externe, c'est-à-dire qui concernent le programmeur, sont les registres qui vont bien sûr nous servir et qui vont vous servir à vous quand vous ferez de la programmation en langage d'assembleur notamment. On va retrouver des registres dits spécialisés généraux. Alors, on était plutôt sur des registres, on va dire, spécialisés sur des vieilles architectures, même si attention, il ne faut pas prendre ça pour vérité absolue dans tous les cas. Et on a eu tendance après à parler de registres généraux pour dire, finalement, plutôt que de dire faut forcément telle chose, tel registre pour telle chose, tel registre pour telle chose, eh bien on a toute une liste de registres, et puis on s'en sert, voilà, il faut on peut stocker une certaine taille de données, finalement dedans, 32 bits, 64 bits, etc. Et on met un peu ce qu'on veut, c'est compatible, ça marche. Vous verrez que dans la réalité, finalement, même si on était censé parler de registres généraux absolument, et puis d'oublier ce système de registres spécialisés, vous verrez que les registres généraux actuels, finalement, ont quand même un rôle bien précis qui en font des registres spécialisés. Si on vous dit que tel registre, c'est telle chose, c'est qu'en fait, il est spécifique, il a un certain rôle. Donc on n'a plus tellement cette démarcation de on avait ça, puis on a voulu avoir des registres généraux pour pas trop s'embêter, puisqu'au final, on spécifie quand même, on a bien des choses spécifiques pour chaque registre, même si cela vous empêcherait pas pour autant de vous en servir de manière générale. Vous verrez que par convention, il y a une différence entre ce que les concepteurs avaient prévu peut-être dans l'usage et ce que les gens en font finalement. Et c'est toujours ce qui est fait derrière malheureusement qui l'emporte, diront certains. Donc voilà, on a un mélange un petit peu de tout ça. Donc par exemple, j'avais indiqué ici, voilà, pour l'architecture x86, la famille x86, le registre R0, d'ailleurs j'aurais dû mettre une minuscule, un R minuscule mais c'est pas grave, fait référence au registre EAX. Et ce registre EAX, quand on en parle, et l'avantage aussi quand vous échangez avec des gens, quand vous faites référence à ce registre-là, ils sauront que vous parlez de l'accumulateur. Donc vous voyez, c'est un registre général, normalement le EAX, pourtant, voilà, par convention, on l'utilise, voilà, s'il fait référence finalement à l'accumulateur, donc il a un rôle spécifique. Pour ça que je vous avais dit, cette notion de ce sont des registres spécialisés, registres généraux, c'est bien de savoir que vous faisiez cette distinction-là, mais vous verrez que dans la pratique, elle est beaucoup moins présente. Alors petit exemple, architecture ici en 16 bits, d'accord. Par exemple, j'ai pris l'exemple de l'Intel 8086, donc 8086, d'accord. Donc registre ici. Vous avez tous ces derniers-là. Ils sont numérotés de R0 à R7, mais cela ne va pas nous intéresser le plus. Et pour ceux qui peut-être ont déjà fait un peu de langage assembleur et penseraient qu'il y aurait une erreur ici dans l'ordre, non. Parce que je sais qu'on a eu tendance à vous dire peut-être que les registres se mettaient dans l'ordre AX, BX, CX, DX. L'avantage, c'est que ça suit l'alphabet, mais non. Ceci est le format en fait, donc l'encodage précis, d'accord, la manière dont sont encodés les différents registres. Mais en soi, c'est pas important. Pourquoi ? Ça le serait si on utilisait le nommage numéroté, d'accord, dire le registre R0, R1, R2, etc. Vous avez vu d'ailleurs que ça commence toujours par 0, donc il y a 8 registres, mais évidemment ça va de R0 à R7, c'est important. Et on s'en fiche parce qu'on manipulera les alias finalement qui sont les noms ici. Et là, quelque part, de savoir que BX, c'est R, R-ci, R-ça, on s'en fiche, on a juste le nom du registre, et ça va très bien comme ça. Alors, ça fait quelques petits registres qu'il va falloir détailler ici. Et vous inquiétez pas, tout est là. Donc on retrouve le fameux AX, alors là, vous avez vu tout à l'heure, peut-être pour ceux qui étaient attentifs, qu'il était noté EAX, et là, c'est AX, alors certains vont vous demander, mais pourquoi le nom change ? Voilà, on a perdu le E, vous allez très vite comprendre pourquoi. Voici la différente présentation de ces registres principaux, des registres dits, donc les registres architecturaux, on peut les appeler registres de travail, mais encore une fois, il n'y a pas de nom normalisé. Voilà, il n'y a pas une norme qui dit ces registres, on doit les appeler comme ci, ces registres, on doit les appeler comme ça. Donc c'est pareil, vous trouverez des fois différents nommages, d'accord, différentes manières de présenter différents registres. Donc moi, je ne vais pas imposer justement de nom. Voilà, appelez ça des registres de travaux, des registres architecturaux, des registres généraux, même si vous verrez qu'au final, vous voyez déjà au niveau des noms, bon, cela montre qu'ils sont pas si généraux que ça, finalement ils ont l'air plus spécifiques que généraux, mais passons. Et on va les expliquer rapidement pour certains et un peu moins pour d'autres, puisqu'il y en a qui doivent vous parler un petit peu si vous avez vu la vidéo justement sur le processeur. Donc ces différents registres, on retrouve le fameux accumulateur. Voilà. Donc l'accumulateur, vous savez à ce stade ce que c'est, à quoi il sert. Je n'ai pas besoin forcément de redétailler, parce que quand j'en ai parlé au niveau de la vidéo sur le processeur. On va retrouver ici, alors le plus important, on va le faire dans l'ordre qui sont marqués ici, le compteur, voilà, qui va servir notamment quand on va avoir par exemple des boucles.
on va vouloir compter un certain nombre d'itérations, donc on va s'en servir pour ce genre de traitement. Alors encore une fois, pas que, c'est-à-dire qu'on s'en sert par convention, d'accord, on se sert de ce registre pour ça, mais si vous voulez vous en servir pour autre chose, vous pourrez. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait, ce sont des registres généraux, c'est-à-dire que finalement vous pourriez vous en servir pour ce que vous voulez, mais par convention, les gens ont l'habitude de se servir de celui-ci comme registre de compteur, et vous avez vu que l'avantage, on parle de CX, et le C pour, voilà, tout simplement compteur. Pour accumulateur, donc on va retrouver le A, et ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est que le nommage des registres suffit à savoir un petit peu à quoi ils servent par convention, quand on s'en sert en programmation, etc. Donc DX commence par un D, pour data, donc ce sont les données, c'est un registre de données. Alors lui, généralement, on s'en sert comme extension de l'accumulateur, c'est-à-dire quand on a besoin de faire des opérations arithmétiques, c'est l'accumulateur, un petit rappel, et si on a besoin d'une extension, c'est-à-dire d'un second registre pour sauvegarder d'autres informations, on peut se servir du registre de données. Voilà, il fonctionne avec l'accumulateur par extension, on peut s'en servir pour des divisions, etc. On s'en sert pour pour ces usages-là en tout cas. On va avoir le registre de base, et le registre de base, lui va servir quand on va faire par exemple des décalages, quand on va travailler avec des tableaux, et qu'on veut en fait se déplacer dans un tableau pour accéder à certaines données, on a besoin de faire des décalages, et on peut se servir de celui-ci également. J'en avais parlé un petit peu, on en reparlera de toute manière, et là encore une fois, c'est une vidéo théorique, d'architecture, où je vous présente les choses grossièrement. Sachez que vous pratiquerez, vous utiliserez ces différents registres quand vous ferez de la programmation en langage d'assembleur. Donc si vous ne voyez pas des exemples de code, c'est normal, ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Ici je vous présente à quoi ça sert, ce que c'est, et après, s'en servir, les utiliser, ça se fait bien sûr dans une autre vidéo, en tout cas dans un autre cours. Donc on verra tout ça. D'autres types de registres, alors c'est pareil, certains registres vont être appelés généraux, des fois ceux-là on considère qu'ils ne font pas partie des registres généraux, mais que ce sont des registres de décalage ou des registres d'adresse, etc. Alors qu'on peut stocker des adresses aussi là, mais bref, c'est pour ça que je vous dis des fois les noms donnés quand on fait une classification de registre, je n'aime pas trop, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas fait, parce que pour moi ça n'a pas de sens, donc ça c'est un choix personnel, mais encore une fois, voilà, pour que ça ait du sens, il faudrait que tout soit absolument normalisé en fait, que tout soit bien distinct, alors qu'en réalité on voit qu'à l'usage on peut avoir complètement quelque chose de beaucoup plus général. Donc ici on parlera simplement d'autres registres qui font partie de ces registres principaux, les registres architecturaux si vous voulez, et on va retrouver le pointeur de pile, donc qui est un pointeur qui va pointer sur la pile. La pile on en a parlé un petit peu et on en reparlera de toute façon dans plein d'autres vidéos, y compris en langage d'assembleur, donc c'est quelque chose que vous verrez en long, en large et en travers, il n'y a pas de problème. Pointeur de base, donc lui qui fait référence directement à la base, donc il va fonctionner notamment avec ça, voilà, c'est un pointeur directement. Et on va avoir des indices source et destination, donc les fameuses index qui vont servir aussi quand on va procéder à des décalages, quand on va travailler sur des adresses. Je rentre pas trop dans le sujet parce que c'est pas justement le thème de cette vidéo, mais voilà, vous voyez que pour des registres encore une fois qui sont censés être très généraux, on a quand même des registres qui ont visiblement un rôle quand même bien particulier, et si vous amusez à utiliser ça comme un accumulateur, il y a des chances que les gens vous disent mais non, faut pas, ça sert pas à ça, etc. Utilise plutôt AX. Alors que, en soi, rien ne vous empêcherait de le faire. Je pense qu'on a tout dit à ce niveau-là. Enfin, on a tout dit, que j'ai tout dit, on a fait le tour. Alors ça c'est pareil, pour ceux qui programmeront, on va pas mal nous servir, parce qu'en plus des fameuses opérations arithmétiques qui servent pour des opérations, on s'en servira aussi quand on fera appel à quand on fera des appels système, voilà, pour être exact, et qu'on utilisera des fonctions. Et quand on aura besoin de récupérer le retour de nos fonctions, de nos appels système, on se servira aussi de l'accumulateur. Voilà, je suis pas sûr que j'en avais parlé justement ça précisément dans la vidéo sur le processeur, donc je tenais à le mentionner. Mais c'est des choses bien sûr que je répéterai et que je redirai sur la vidéo quand on fera un peu de programmation et qu'on utilisera ces différents registres. Voilà. Donc tout ce qui est données temporaires, d'accord, dès qu'on doit manipuler un petit peu des données temporaires, on a pas mal de registres qui sont à disposition et qui finalement remplissent quand même un rôle assez particulier. Donc vous voyez, ça va encore une fois, on a 8 registres principaux, donc là on est sur une architecture 16 bits, et on retrouve tout ça. Point important, parfois vous allez, alors pour ça je m'adresse surtout aux gens qui ont peut-être fait un petit peu de langage d'assembleur, vous allez peut-être rencontrer ces noms-là, AH, AL, CH, ACL, etc. Si vous remarquez bien, grâce à ce super schéma qui m'a pris diplôme, non, c'est pas vrai, mais voilà, schéma quand même que j'ai fait à la main, vous voyez qu'en fait on va avoir un composé, c'est-à-dire un ensemble de registres qui, quand on prend plus précisément, sont composés en fait d'autres registres. Tout ça pour un principe en fait de compatibilité, encore une fois, avec d'autres architectures. Rappelez-vous ce que j'avais dit sur le processeur, on n'a pas de perte de compatibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils que vous avez aujourd'hui, vous pouvez en fait faire tourner des codes d'anciennes architectures, d'accord ?
Pourquoi? Parce que tout s'est fait en fait par évolution, par extension. On va revenir de toute façon précisément là-dessus. Mais en gros, ici nous avions donc une architecture 16 bits. Donc nous avons en fait ici des données qui font 16 bits, d'accord? Ce registre AX fait 16 bits, CX fait 16 bits, etc., etc. Il y en a 8. Donc ça, bon, c'est une petite information, mais voilà. Et en réalité, avant, si on voulait par exemple travailler sur une architecture 8 bits, et ben on retrouvait directement ces derniers-là. Donc notamment AL, CL, DL, BL, et après, eux sont les mêmes puisqu'on avait en fait une version ici 16 directement. D'accord? Et s'il y avait B8, ben on avait de toute façon du 8 bits pour tout. Donc là, pour schématiser, on avait retrouvé cette partie-là. C'est-à-dire que là, vous avez la partie basse, d'accord, les bits de poids faible, en fait, de tout ce qui est en fait 16 bits, si on n'a que 8, et là, vous avez les bits de poids fort. Alors, on verra par la suite qu'on ne peut pas directement affecter à ces derniers-là, que quand on veut en fait travailler sur des données en fait codées de manière plus petite, c'est-à-dire que si vous êtes une architecture 16 bits que vous voulez coder sur 8 bits, vous travaillerez toujours avec les bits de poids faible en fait, donc au niveau de ces registres-là et pas directement sur ceux-là. Mais ça, pareil, en programmation, on aura le temps de le voir précisément et de voir aussi pourquoi. Donc, on a cette composition-là. Comprenez, en fait, voilà, sur du 8 bits, on a ça, d'accord? Et quand on a voulu étendre à 16 bits, plutôt que de se dire, bon, on invente d'autres registres, et du coup, on casse la compatibilité de tous les codes qui ont été écrits avant, et ben en fait, on fait une extension. On rajoute cette partie-là, et forcément, l'assemblage de ces deux registres, etc., un à un, permet d'obtenir ces registres-là. Donc le fameux X que vous voyez, ça c'est pour la petite information, comme ça c'est cadeau, ce n'est pas pour dire en fait qu'on a, alors attention, oui, il est là, qu'on a étendu, d'accord, parce qu'on ne parle pas ici forcément juste d'extension où en fait on agrandit AL, etc., mais plutôt en fait de somme, c'est-à-dire qu'en fait on a AH plus AL, d'accord, qui compose ça. Donc on a une paire de registres qui a formé notre fameux registre sur 16 bits. Et pareil, vous voyez, pour les trois autres. Donc on a ça en fait pour l'accumulateur, le compteur, les données, et la base, tout simplement. Voilà, comme ça vous savez un peu comment c'est composé. Alors, ce n'est pas le cas pour les autres. Il n'y a pas ici de SIH et SIL ou je sais pas quoi. D'accord? Ils ne sont pas concernés, c'est vraiment les 4 ici, nos registres temporaires. Ok, donc ça c'est la partie 16 bits. Vous voyez qu'il y a plein d'informations encore une fois dans cette vidéo, comme à chaque fois, beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à dire. Bien sûr, vous le savez, et vous êtes concernés les premiers, que les architectures ont évolué. On a en fait tout un tas de familles d'architectures externes qui ont évolué, moins souvent, parce que je vous avais expliqué que l'architecture interne peut évoluer très souvent. Intel, on a eu du Pentium, du Core de Duo, du Core de Quad, du Core du Xeon. Ensuite, on est passé sur du i3, i5, i7, etc. Pour autant, que vous ayez un Pentium 4 ou vous ayez un Core de Duo ou même le nouveau Core i7 qui est sorti, et d'ailleurs, les modèles équivalents chez AMD, ça fonctionne pareil, vous êtes toujours sur une architecture externe x86, d'accord? Donc l'architecture externe n'a pas changé, elle s'est étendue. On a rajouté plein de choses à ce qu'il y avait déjà d'avant, mais comme j'avais dit sur la vidéo sur les processeurs, on n'a que des ajouts. On ne retire rien, on ne fait qu'ajouter des choses et étendre des choses, mais on ne retire jamais pour ne pas casser, encore une fois, les anciens codes et ne pas avoir des choses qui ne sont plus compatibles. Donc ça, c'est notre architecture 16 bits. Quand on est sur un environnement avec une architecture 16 bits, voilà ce qu'on a. Principalement en tout cas. On verra qu'il y a d'autres registres, mais là, c'est pour le schéma ce qui nous intéresse. Quand on a voulu passer à du 32 bits, on a donc, et je pense vraiment que vous avez compris, étendu en fait ces différents registres. Ici, on a des registres de 16 bits, il faut donc doubler cette capacité, et en doublant cette capacité, on obtient ces différents registres. Et on retrouve le fameux E, qui était tout à l'heure, le fameux E pour Extended cette fois-ci. En fait, voilà, une extension d'AX, une extension de CX, etc. Et pareil pour cela, puisque SP, BP étaient en 16 bits, donc pour les avoir en 32, il fallait doubler. Alors j'ai volontairement doublé la largeur du tableau pour que ce soit visuellement plus clair pour vous, pour bien me dire, voilà, là on est en 16, et en fait on a doublé. Et en plus de ça, on passe non pas donc on n'est plus seulement à 8 registres, mais à 16, d'accord? Donc attention, il y en a bien 16 parce qu'on commence à 0. Donc ceux-là, encore une fois, ont un ordre, voilà, R0, R1, R2, etc. On pourrait même si, encore une fois, eux le nommage on s'en fiche, parce qu'on préfère largement utiliser leurs alias. En revanche, ceux-là n'ont pas d'alias en particulier, sauf si vous en créez un, vous avez le droit de vous créer des alias pour vos registres. Donc à partir de là, vous les nommez. Voilà, par exemple le dernier, c'est R15. C'est pour ça que j'ai mis ces noms ici. Donc vous avez comme ça référence à tout. Voilà, donc plutôt que de mettre R0 pour l'accumulateur, vous mettez EAX, et si vous voulez le 16e registre qu'on a ici, vous mettez R15, tout simplement. Donc ça, architecture 32 bits, c'est vrai que j'avais mis un petit exemple, j'avais oublié, AMD Athlon XP par exemple, voilà, on a ce genre de registre disponible. Et si on agrandit avec les architectures que vous avez, je pense pour la majorité d'entre vous, donc l'architecture en 64 bits,
on a bien sûr une extension. Désolé, j'avais un petit alarme qui sonnait. Une extension en fait de nos différents registres ici pour passer à du 64 bits. Par exemple, le Intel Core i7 10700K, donc qui est loin d'être un processeur vieux, un vieux processeur, et on a ici. Et là, le E est remplacé par un R, tout simplement. Donc on retrouve tout pareil, RAX, RCX, etc. jusqu'à RDI, donc l'indice destination, d'accord, Destination Index, mon R, et le dernier qui est R15. Ici, le nom n'a pas changé, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on, pareil, pour des raisons de compatibilité, on considère toujours que l'architecture dans laquelle vous êtes, en fait, eh ben, les registres, pour y faire référence, les registres en fait de cette architecture sont nommés tels quels. Et après, bien sûr, si vous voulez une compatibilité avec les architectures plus petites, donc être sur en compatibilité 32 bits, 16 bits, etc., on va avoir d'autres nommages, d'accord, qui pourront être utilisés. Alors d'ailleurs, je crois que je l'ai pas, si je vais te montrer après sur le schéma, oui, je l'ai peut-être montré après. Donc l'évolution de la taille adressable, ça c'est ce que je vous ai dit, en fait, entraîne, alors c'est peut-être pas après coup je me rends compte, j'aurais peut-être pas dû mettre ce mot-là, mais bon, on va pas chipoter pour un mot. Entraîne extension, c'est plutôt que quand on veut faire évoluer finalement la taille en fait des registres, donc en fait l'architecture qu'on a directement pour nos processeurs, et forcément on étend la taille des registres, parce qu'ils suivent, rappelez-vous, la fameuse taille du bus de données. Donc plutôt que de se dire encore une fois, on supprime tout ça, ça n'existe plus et EAX c'est un nouveau registre, on dit simplement qu'on garde ce qu'on avait déjà avant, on rajoute et là on obtient AX, donc ça c'est AX, même s'il n'est pas noté, c'est vrai que j'aurais pu le noter tel quel. Et ensuite on agrandit à 32, on passe à EAX, et jusqu'à 64 bits RAX. Et on a l'ensemble de nos registres, on assure la compatibilité avec tout ça, et vous voyez que dans RAX, comme on retrouve le registre 32 bits, on peut coder en fait les données sur 32 bits, sur 7 bits, etc. Voilà, donc ça c'est très important, de bien comprendre qu'on a en fait, on retrouve toutes ces informations là, elles ont vraiment leur importance. Ok, alors ça voilà, c'est ça justement que je voulais faire référence, je savais pas quand est-ce que ça arrivait sur mon schéma, mais effectivement je l'avais mis là. Donc registre pour 86, si on prend par exemple, donc ça en prenant que vous êtes sur une architecture 64 bits, d'accord, et si on veut faire référence au registre le 16e, d'accord, R15, c'est le registre 64 bits, d'accord, rappelez-vous c'est le fameux nom avec le R. Et on utilise un certain nombre de suffixes pour représenter les données plus petites. Donc on est toujours sur la partie basse des registres, d'accord, comme je l'ai dit pour AX, si on veut parler en fait de la partie basse en 16 bits, on travaillera avec AL, d'accord, et ainsi de suite. Voilà. Et ainsi on travaillera après sur cette partie basse. Si on est ensuite sur RAX, la partie basse c'est celle-ci, d'accord. Donc on a utilisé pour cela ces suffixes. Donc B pour byte, d'accord, c'est ce qui représente en fait notre octet, donc c'est en fait 8 bits. W c'est pour word, donc c'est un mot en fait ça représente 16 bits. Le D c'est pour donc double word, donc c'est un double mot, donc c'est en fait 32 bits de données. Et là, vous voyez, quand on est sur en fait finalement notre taille actuelle, on ne met pas d'éléments. Alors on pourra avoir le Q, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici, le Q pour un quadruple word, donc c'est là un quadruple mot, et là on est sur 64 bits. Alors je l'ai quand même indiqué parce que vous verrez que dans certains cas, on verra sur ton programmation que c'est un suffixe qui revient. Voilà. Donc ça c'est des suffixes que vous verrez très souvent, BW, DQ et même des fois d'autres encore. Mais en tout cas on va dire que ceux-là suffiront déjà pas mal pour tout ce qu'on voit ici. Voilà, donc ça sur une architecture 64 bits. Si vous marquez R15, on saura que vous voulez en fait mémoriser une donnée qui peut faire jusqu'à 64 bits, d'accord, qui peut être codée sur 64 bits. Si vous voulez moins d'espace, juste utiliser en fait 8 bits du registre numéro 16, vous l'indiquerez avec ce terme-là. Voilà, c'est son identifiant en fait de registre. Donc c'est vraiment les 8 bits qui sont finalement la partie basse, donc c'est AL. Voilà, ça c'est AL. Ensuite on a différentes parties. La partie basse pour EAX et ainsi de suite. Ok, je pense que on est bon pour cette présentation des différents registres. En tout cas pour les registres principaux, c'est-à-dire que ceux qui nous intéressaient pour les registres temporaires, stockage des données, etc. Ces deux autres registres sont un peu particuliers, c'est pour ça que je voulais m'attarder dessus spécifiquement, puisqu'on retrouve les fameux registres, vous voyez, du processeur, le registre d'état, ici que j'ai appelé flags, c'est pas pour rien parce que c'est un nom qu'il a aussi, et ici on a CO, donc le compteur ordinal qui est, vous avez dit, instruction pointer, donc peut être nommé IP. Et là le nom est important parce que c'est le nom du registre en lui-même, c'est-à-dire que flags, version 16 bits, IP version 16 bits, vous rajoutez un E, ça devient la version 32, rappelez-vous par rapport à ça, voilà. Un E c'est la version 32 bits, et vous mettez un R à la place, c'est la version 64. Donc si vous mettez R flags, c'est le registre d'état
64 bits. Si vous mettez RIP, c'est le registre d'instruction, 64 bits, ainsi de suite. Ah oui, voilà, ce que je voulais voir, c'est pas pour vous donner ça. Ça va être plus simple de vous donner des explications avec le schéma sous les yeux. Le registre d'état, donc là j'ai représenté le registre complet, c'est 64 bits. Évidemment, si on était sur un environnement 16 bits, on n'aurait pas toutes ces informations-là, d'accord? C'est-à-dire que vous avez une partie en fait, alors là ils sont où? 0, 1, 2, 3, 4, 5, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normalement ça s'arrête à la ZF. Donc là on aurait en fait du 8 bits. Après c'est 9, 10, 11, 12. Attendez, pourquoi je suis à 12 là? 0. Ah oui, parce que c'est lui. Parce qu'il commence à 0, mais c'est 1 en fait. Donc il est là, donc ça va jusqu'à 15. Voilà, 15. On aurait donc 16. Donc ça en fait c'est flags. D'accord? C'est la version, le registre d'étape en 16 bits. Et après, bien sûr, bon là de toute façon on voit que ça va de 22 à 63. Vous allez comprendre vite pourquoi. Et on a à un moment donné, voilà, où on va jusqu'à E-flags, I-flags quelque part, et ensuite tout au bout on a R-flags. Voilà. Donc j'ai intégré directement toute l'extension d'un coup, hein. Je vous ai pas refait comme pour ici, voilà le changement, d'accord, l'extension de chaque, mais comprenez que c'était la même chose pour ce dernier. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que vous voyez ici plein d'indicateurs différents. Alors ici, s'il n'y a rien indiqué, c'est que certains registres sont tout simplement réservés. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas en fait manipuler ces registres. On ne peut même pas d'ailleurs dire comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait une information publique pour nous dire voilà à quoi ils servent, etc. C'est un peu secret, on va dire. Voilà, c'est un fonctionnement registre. C'est pas des registres, mais ce sont des bits qui sont réservés, qui ont un fonctionnement qu'on ne connaît pas et qui ne nous intéresse pas de toute façon pour ce qu'on veut faire derrière. On a aussi pour certains autres bits, que vous voyez que les informations, c'est 1 bit, 1 bit, 1 bit, etc. Il y en a donc 64 ici, sur cette version-là. On en a également qui ont une valeur par défaut. Pareil, ce sont des bits réservés, ils ont un usage particulier qu'on ne connaît pas. On sait simplement qu'ils sont armés, parce qu'on va parler de drapeau ou de flag, d'où le nom flag, etc. Et en fait, ils possèdent une valeur par défaut pour certains fonctionnements bien précis. Et pareil, qui ne nous intéresse pas, mais il fallait que je les mentionne quand même dans ce petit tableau, pour vous voyez un petit peu à quoi ça fait référence. En revanche, ce qui va nous intéresser le plus, ce sont ces différents-là. J'en ai indiqué quelques-uns, pas tous, parce que beaucoup nous intéressent moins, mais si vous voulez tous les connaître en détail, vous trouverez plein de documentation pour avoir tout le détail de chacun. Il y a plein de choses à savoir, mais principalement, ceux qui vont revenir le plus souvent en tout cas, quand vous allez notamment programmer, ce sont ces derniers-là. Alors vous voyez que le nommage est assez simple finalement à retrouver, puisqu'on a donc le F pour flag, drapeau, et ensuite on a une petite lettre avant qui représente différentes choses. Si je prends celui-là, donc le carry flag, c'est la retenue, c'est très simple. Quand vous avez un calcul arithmétique qui génère une retenue, eh bien ce drapeau sera armé à 1. Donc encore une fois, ce sont des bits chacun. Donc c'est toujours pareil, on est sur du binaire 0 ou 1. Si c'est à 0, le drapeau n'est pas armé. Si c'est 1, il est armé pour indiquer que c'est passé quelque chose. Donc là, il y a une opération arithmétique, vous avez utilisé le registre d'accumulateur, une opération arithmétique à générer une revenue, et ce drapeau va en fait se mettre à 1. D'accord, le bit va passer à 1 pour indiquer qu'il y a une retenue. Donc ça permet en fait de vérifier le statut, l'état, d'accord, un petit peu de ce qui se passe au niveau de l'exécution de nos instructions. C'est pour ça qu'on parle de registre d'état ou de registre en fait de drapeau, etc. Enfin il y a plein de noms, puisque ça sert à la fois pour les états, ça peut servir pour les contrôles et tout ce qui est système. On a en fait vraiment tout un tas de drapeaux spécifiques à ces trois rôles, on va dire ces trois fonctions là. Donc pour la retenue, on a carry flag, on a parity flag pour la parité, un résultat qui donne en fait une valeur paire, impair. Je ne vais pas vous détailler, vous avez compris ce que c'est. Donc on a celui-ci. On a également pour le signe. Si le bit de poids le plus fort dans une valeur est à 1, petit rappel, ça indique que le nombre est négatif, c'est des choses qu'on a vues quand on a parlé des systèmes de numération. Et bien si ça arrive par rapport à un résultat, c'est ce drapeau qui sera armé à 1. D'accord, le sign flag, tout simplement. On a le zero flag qui est tout simplement quand un résultat donne 0, simple, voilà, on a celui-ci. On a ensuite un système pour un bit précis pour les interruptions, c'est-à-dire qu'on va avoir principalement des interruptions qui peuvent être masquées. Là aussi, il faudra voir en programmation comment, parce que là, ça ne nous intéresse pas. Et si on veut permettre en fait au processeur de traiter toutes les interruptions, même les masquables, eh bien, on va avoir celui-ci, d'accord, un 1, qui pourra en fait être armé pour travailler à ce niveau-là. Alors il y en avait également pour tout ce qui était débogage, mais il est au TF, il est là, voilà. Pour le trap flag, notamment pour le débogage pas à pas, puisque par défaut on n'a pas ce mode de débogage, mais on peut passer au mode débogage pas à pas, donc instruction par instruction, si on a en fait ce bit qui est passé à 1, donc on verra aussi. Et pour le débordement, donc ça par exemple un débordement d'entier,
hein, vous avez un calcul dont le résultat fait que ça déborde en termes de comment dire, d'espace adressable en fait tout simplement. Voilà, on a un débordement d'entier pour l'exemple. Et bien on va avoir un overflow flag, donc voilà le drapeau de débordement qui sera armé à 1. Donc chacun a un rôle. Vous avez bien compris, chacun a un rôle bien particulier. Il y en a pas mal d'autres aussi. Je vous dis encore une fois, on a des drapeaux pour l'état, d'accord, de ce qui, on va dire l'état au niveau du processeur, au niveau des instructions. On en a pour le système précisément, mode protégé ou non, débogage, etc. Et on en a pour le contrôle. Voilà, on a des drapeaux de contrôle. On en a énuméré quelques-uns aussi. Donc voilà comment ça se résume. Et vous avez ça une petite présentation de, en tout cas les plus, on va dire, ceux qu'on retrouve le plus souvent à ce niveau-là. Ok, je pense que on aura fait le tour. Je vois de toute façon après ça c'est quand même des cas particuliers, donc ça va pas tellement nous intéresser ici. Voilà. Oui, IF, de toute façon j'en avais parlé pour l'instruction, on avait fait le tour. Donc c'était vraiment ceux qui me paraissaient les plus importants ici. Ok. Passons également à la suite, parce qu'on a parlé des registres. Ceci, on va dire les registres temporaires pour les données temporaires. On a parlé de registres un peu plus particuliers, notamment registre d'état. Ça c'est un registre d'état, donc un registre à prédicat, si vous voulez un autre terme. Encore une fois, il y a plein de termes pour les décrire, mais voilà, on a ce dernier que j'ai un peu détaillé. Celui-là, bon, on avait déjà parlé sur le processeur, c'est pour ça que j'en parle pas plus. Hein. C'est voilà l'instruction, ça nous intéresse pas. D'ailleurs, oui, c'est pour la prochaine instruction. D'ailleurs, je crois que je vous ai dit que c'était l'instruction en cours. Non, celui-là, j'en ai pas parlé. Oui, c'est évidemment le compteur ordinal, c'est qui indique la prochaine instruction exécutée. Voilà. Je dis ce qui me semble que je vous avais dit autre chose, ou alors je l'ai dit avant. Donc dans le dos, je préfère corriger maintenant, pas vous dire de bêtises. Voilà. Et pour terminer, en tout cas sur cette description un petit peu des registres, autre importance, qu'il y en a pas mal d'autres, on va retrouver principalement ces deux formats, en tout cas ces deux possibilités-là. Les registres de segments, qui font référence à des parties de code, notamment ici. Ça c'est en fait le code segment. Donc rappelez-vous, quand on avait parlé du fonctionnement de la mémoire virtuelle, tout ça, on avait parlé des différents segments, code, données, pour la pile, etc., pour le tas. Et bien là, on va avoir des pointeurs, des choses qui vont faire référence à ces différents segments-là. Donc on a le segment de code, on va avoir le segment de données, et après on va avoir d'autres segments qu'on n'est pas abordés, il me semble. Je crois qu'on n'en avait pas trop parlé, parce qu'on a un segment pour tout ce qui est extension, d'accord, et un qui va travailler avec, qui est SS. Donc on a en fait différents segments qui vont servir ici. Mais de toute façon ça va pas tellement nous concerner principalement. Donc ça, on verra pareil, je passe assez vite parce que c'est surtout intéressant quand on programme. Ici, là, il n'y aura pas grand chose à vous montrer avec ça, mais sachez qu'on va retrouver également ces registres-là. Donc architecture 16 bits par exemple, vous avez ces registres, CS, DS, etc., qui peuvent servir, pas toujours, mais on peut avoir un usage en tout cas avec ces derniers-là. Voilà, je pense que là-dessus, tout est dit. Pour cette partie-là, par contre, je vais un petit peu plus m'attarder sur celle-ci, pour les extensions. Encore une fois, on n'enlève rien, on ne fait qu'ajouter des choses. Comprenez qu'avec les registres qu'on avait, surtout à l'époque, sur les anciennes architectures, anciens processeurs, on travaillait avec des données petites, des petites données, on travaillait avec des entiers principalement, des fois on n'était même pas en mode binaire, on pouvait être en décimale, et après par la suite, on a eu besoin de travailler sur des flottants, travailler sur des valeurs un peu plus complexes, sur des données un petit peu plus importantes, d'accord ? Et aujourd'hui, vous avez vu, on traite carrément de l'image, on fait de la 3D, on fait même des calculs cryptographiques assez lourds. Bref, on a besoin de plus de robustesse à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les différents constructeurs ont rajouté tout un tas d'extensions. Donc extension, c'est quoi ? C'est au niveau des jeux d'instructions, principalement. C'est-à-dire qu'on va rajouter plein d'autres instructions possibles en programmation. Et généralement, ça s'accompagne beaucoup aussi d'ajouts de registres. Donc vous entendrez des termes comme MSIMD, vous entendrez des termes comme MMX, 3D Now, SSE AVX. Alors je ne dis pas forcément les termes à l'anglaise, mais voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Et là, on va retrouver beaucoup d'éléments. Alors, principalement, ici, on va parler de Single Instruction Multiple Data. Donc en gros, c'est une seule instruction pour gérer des données multiples. D'accord ? On va optimiser tout ce qui est parallélisation, tout ce qui est rapidité bien sûr d'exécution, tout ce qui est aussi instructions et registres qui vont permettre de manipuler des données beaucoup plus grandes et donc traiter de calculs beaucoup plus complexes. On va retrouver tout ce qui est matriciel, tout ce qui est vectoriel. Donc on sera en fait sur ce qu'on appelle en fait du traitement de données multimédia. D'accord ? On parle de registres multimédia parfois parce qu'on fait référence à tout ça. On fait référence à du vectoriel, à du streaming, on fait référence à l'imagerie, à tout ça. Et on va avoir des registres, on va dire, plus intéressants, en tout cas pour ce type d'usage-là,
que les simples registres qu'on a vus juste avant, qui seraient peut-être un petit peu limitants, on va dire, surtout avec les systèmes qu'on a actuellement et les besoins en fait qu'on a actuellement avec nos ordinateurs, nos tablettes, nos smartphones et compagnie. Donc on a tout ça qui évolue. Alors, lui, c'est extension principalement multimédia, parce que c'est des choses, je vous ai mis plusieurs termes, parce que comme ça vous pourrez aussi vous renseigner là-dessus, parce que je ne veux pas faire un cours complet sur chacun, parce qu'il y aurait énormément à dire. Il y a du Intel, il y a du AMD, ensuite Intel a repris certaines choses, ensuite certaines choses de Intel sont réutilisées chez AMD pour bien sûr que ce soit compatible, pour pas se dire si tu as un processeur AMD, tant pis, tu profites pas des technologies. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses partagées entre différents constructeurs, mais c'est un petit peu chaque constructeur qui fabrique ces technologies en concurrence avec d'autres et qui ont évolué. Là, je vous ai mis par exemple SSE, mais ensuite il y a eu SSE 2, 3, 4, 5, et ça continuera bien sûr d'évoluer. Et ça a été ensuite plus ou moins en parallèle remplacé par AVX, on va voir aussi pourquoi. Ensuite il y a AVX2, ensuite il y a AVX 512, bref, voilà. Vous comprenez que ce sont après tout un tas de technologies derrière, et ça évolue tout le temps. Et il y a des chances que si vous voyez cette vidéo un an après la date de publication, il y aura plein de nouvelles choses que j'ai pas forcément mentionnées là, parce que ça n'existe peut-être pas encore au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Donc ça continue d'évoluer, c'est pour ça que j'ai énuméré principalement des noms qui reviennent, d'accord, et de choses actuelles surtout, notamment AVX, qui est très concerné par tout ça, sur les processeurs que vous avez aujourd'hui, avec toute une évolution finalement de registres qui ont suivi aussi, d'accord, notamment ces derniers. C'est-à-dire quand on travaillait avec du SSE par exemple, on avait le droit à des registres donc de 128 bits, donc là vous voyez on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, on parle plus de 16 bits 32 bits, d'accord, avec des registres qui portaient ce nom-là, XMM, notamment XM0 jusqu'à 7, puisqu'on avait 8 registres principalement. Ensuite, on a eu l'arrivée des versions supplémentaires de SSE, les versions suivantes ou même AVX, qui ont permis donc d'agrandir un petit peu tout ça. Là, on était sur des données qu'on peut donc mémoriser sur 256 bits. Donc là, on avait un nommage donc par extension encore une fois, YMM. Donc vous voyez, les noms sont simples. X, après on se dit c'est quoi la prochaine lettre dans l'alphabet, c'est Y. Voilà, donc là on double la capacité. Et ensuite, sur les versions notamment AVX 512, la technologie AVX 512, là on est carrément sur des registres, donc ZMM, donc là on a plusieurs registres, je crois que ça va jusqu'à combien, c'est 32, je crois que oui, de mémoire je crois qu'il y a 32 registres, il me semble maintenant, et vous avez, c'est ça, il me semble 32 registres, et voilà, 32 registres de 512 bits, donc là on peut traiter bien sûr des données beaucoup plus importantes encore, et on est sur du 128 bits. Alors au départ, on n'avait pas forcément ce format. Au départ, on avait les fameux registres dits registres x87 qui étaient des registres de 80 bits, d'accord. On s'en servait notamment pour tout ce qui était calcul de flottant, d'accord. Quand on va faire des calculs un peu plus, on va dire précis, avec de la simple, double précision, voire même quadruple précision, on travaillait sur ce type de registre. Mais comme je vous ai dit, ça c'était il y a quelques années, même pas mal d'années quand même. Et vous avez vu l'évolution, je pense même vous, de votre côté, des ordinateurs, de l'internet, des technologies. Maintenant on parle de streaming, on a tout un tas de réseaux sociaux qui utilisent de la vidéo, du partage, etc. Enfin, on a tout qui a évolué, conversation instantanée, échange de messages, chiffrement, tout ça. Donc toutes ces informations, tout ce lot d'informations et cette quantité d'informations et de complexité de l'information, mine de rien, a fait que tous les constructeurs qu'on connaît, Intel, AMD, etc., ont fait évoluer, ont créé de nouvelles technologies sur leurs processeurs, embarqués dans leurs processeurs ou même compatibles interprocesseurs pour pouvoir traiter des données beaucoup plus finalement importantes. Voilà, c'est ça qui est important à ce niveau-là. Voilà, je pense que on a fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors AVX, pareil, petit point important, comme c'était assez transitoire, il pouvait gérer, vous avez différents modes pour pouvoir gérer notamment du 128 bits ou 256 bits, notamment pour éviter que dans des anciens codes, si vous voulez, ne soient plus compatibles. Toujours pareil, on pense à garder une compatibilité maximum, sinon on est obligé en gros que les gens rachètent un nouveau processeur pour telle ou telle chose parce qu'on a changé une technologie. Donc il y avait une étape de transitoire en fait, où on avait un mode ici compatibilité entre eux, de capacité on va dire de données pour pouvoir basculer de l'un à l'autre. Donc principalement, on est en 2022 au moment où je fais cette vidéo, on parle, je dis, de AVX 512, et bien sûr ça évoluera par la suite, je ne serais pas étonné qu'on aille sur des choses encore plus importantes, en tout cas quand on aura la nécessité de le faire. Voilà, on fait surtout évoluer les choses en amont, ou en prévision de l'évolution de l'informatique de manière générale, et ça suivra son cours à ce niveau-là. Voilà, on a fait, je pense, je vous ai donné un petit peu tout le détail là-dessus. Et bien sûr, si vous voulez savoir précisément ce qu'est le 3D Now,
comment évolue SSE au niveau de chaque version, qu'est-ce que ça apportait en plus, ou MMX, parce que pareil on avait des registres aussi, hein, MMX, mais on a vu que ça posait pas mal de problèmes en termes de débit, en termes de, encore une fois, concurrence de données. Donc on a justement produit d'autres technologies. Intel a vachement fait évoluer ça pour un petit peu, qu'on abandonne un petit peu ça. Alors attention, hein, les technologies là sont basées sur SIMD notamment. On garde certaines technologies de base, hein, l'idée est la même, mais on fait évoluer tout ça, on améliore tout ça pour produire des technologies plus intéressantes, plus optimisées avec l'usage courant d'aujourd'hui, et on apporte en fait des extensions au jeu d'instructions. Donc ça, les instructions, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en langage assembleur, on va en faire, parce que les instructions, c'est programmé en fait, on fait des appels directement à des fonctionnalités de nos processeurs, et après, on a souvent des ajouts de registres, parce que si on veut manipuler certains types de données et faire certains types d'instructions, on a besoin d'avoir la place qu'il faut pour mémoriser ces informations. Donc on a souvent des extensions de registres qui sont ajoutées. Voilà, on a toujours les registres d'habitude, accumulateurs, tout ça, mais on rajoute plein d'autres registres. Donc généralement, vous avez dit que des fois sur les processeurs dits CISC, on n'avait pas trop de registres, mais surtout en fait un code peut-être un peu plus compliqué. Et au contraire, pour du risque, on a plus de registres, on a quelque chose de plus global. Et je vous avais expliqué déjà dans la vidéo de processeur là-dessus que dans la réalité, encore une fois, voilà, sur le papier, c'est un peu comme on veut faire les choses, et on voit qu'en réalité, c'est pas si simple et ça fonctionne pas comme ça. Là, c'est un peu pareil. On est censé, sur nos processeurs x86, d'être sur du CISC, et pourtant, avec les technologies actuelles, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il n'y ait pas beaucoup de registres. Surtout qu'encore une fois, en termes matériels, des registres, il y en a par centaines. Donc, dire qu'ils ont peu de registres, même manipulables par le programmeur, ça commence à faire beaucoup, voilà, pour peu. Donc c'est évidemment des choses qui évoluent. Donc c'était peut-être peu il y a quelques années, mais avec le temps, bien sûr, tout cela augmente. Donc encore une fois, parler de peu de registres, beaucoup de registres, n'a pas tellement, on va dire, de pertinence de nos jours. Mais c'est pas tellement le plus important ici. Pour terminer, puisqu'on arrive quand même pas loin de la fin de la vidéo, hein, je vois presque 1 heure d'enregistrement, il y a eu pas mal de choses à dire. D'autres architectures, pour exemple, parce que vous le savez, on fera pas forcément que référence au x86, x86, 64, etc. On parlera d'autres architectures et peut-être qu'on fera un peu de programmation sur d'autres architectures aussi. Donc je vous ai mis un petit exemple, voilà, architecture ARM, donc ici précisément le V8A, tout ce qui est Cortex sur notamment certains appareils mobiles. On a par exemple 31, je pensais que j'avais fait une erreur, non, 31 registres, c'est bien ça, de 64 bits, donc notamment vous les verrez nommés tels quels, donc eux ils n'ont pas de nom forcément d'alias autre, ils sont pas trop embêtés, ils ont dit voilà, c'est très général, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez 31 registres, ils font 64 bits, mettez ce que vous voulez dedans, voilà. Tant que ça rentre dans 64 bits de données, vous mettez ce que vous voulez, des entiers, allez, faites-vous plaisir. Version 32 bits par contre, on a gardé une compatibilité, c'est-à-dire qu'en version 32 bits, si vous voulez utiliser donc la partie basse des registres 64 bits, vous utilisez ce nommage-là, voilà, par exemple. Et on a plein de registres spéciaux et plein d'autres registres aussi, hein, j'ai pas tout énuméré, mais voilà, le programme counter, donc en fait, qui est le compteur ordinal. On a aussi le registre de pile, hein, le pointeur de pile, hein, le stack pointer, et plein d'autres registres pour faire de la liaison, que je vais pas expliciter en détail ici, mais qui servent pour tout ce qui est liaison dynamique, etc. au niveau des traitements, donc qui servent pour ce différents processeurs. Il y en a encore une fois plein d'autres. Et j'ai pris un autre exemple, comme ça je propose différentes architectures, notamment MIPS, donc MIPS, hein, comme j'aime le dire à la française, R4000 pour l'exemple, donc c'est celui notamment qu'on a sur les PlayStation portables, hein, la petite console portable de Sony, hein. 31 registres aussi, de 32 ou 64 bits, parce qu'elle utilise un mode en fait précis pour travailler en 32 ou 64 bits, donc là tout simple, R0, R31. On est aussi de toute façon sur on va dire une architecture RISC, même si encore une fois, je vous ai expliqué que la différence entre les deux, on a souvent maintenant un peu un mélange de tout ça, mais voilà, principalement on est sur du risque pour les deux architectures là, et on a plein d'autres registres aussi, notamment pour tout ce qui est multiplication, division, partie haute, partie basse, donc high et low, et on retrouve bien sûr le programme counter qui est toujours ici dans tous les cas, et plein d'autres registres aussi, voilà, il y en a plein d'autres, mais vous avez comme ça quelques exemples. Alors, une fois arrivé là-dessus, pour cette conclusion, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'informations sur finalement le jeu d'instruction, même si on n'a pas détaillé ici, parce qu'on en a parlé sur la vidéo des processeurs, et que ça concerne surtout les gens qui programment, donc il n'y a pas de théorie à faire, hein, sur le jeu d'instruction lui-même, à part expliquer ce que c'est, ça a déjà été fait dans une autre vidéo. Mais pour ceux qui voudraient rechercher de la documentation, parce que là de toute façon c'est ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire,
Quand vous voulez vous renseigner sur une architecture, en particulier sur un modèle, de dire bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme registre sur telle architecture externe, sur telle architecture, et ben je donne quelques pistes parce que je sais que c'est souvent, je le vois bien au niveau des demandes que j'ai, des messages, des questions, tout ça. Comment faire de la recherche? Alors principalement, et je pense que je le répéterai jamais assez, que ce soit bon heureux, malheureux, hein, peu importe ce qu'on en pense, la majorité des ressources sont en anglais, parce que comprenez que beaucoup de choses sont américaines principalement d'abord, et même ce qui est dans d'autres pays de toute façon est généralement indiqué en anglais, puisque c'est la langue qui va être, on va dire, la plus globale sur le globe. Donc vous allez trouver un maximum de ressources en anglais, notamment les manuels, tout ça. Voici quelques mots-clés que vous pouvez utiliser dans vos moteurs de recherche quand vous cherchez des choses. Par exemple, vous cherchez je sais pas moi, le ARM V7, voilà, tout ce qui est le jeu d'instruction de l'ARM V7-C, hein, la version, donc, parce qu'il y a des versions portables en Cortex A, Cortex C, Cortex M, vous verrez un petit peu. Bah, vous cherchez ce genre de terme-là, Instruction Set Architecture, parce que station, il faut dire un K ici, et vous avez donc voilà, le diminutif qui est ISA, que vous allez retrouver très souvent. Voilà, donc ça, c'est le genre de mots-clés qui peut vous aider à trouver des manuels ou simplement des documentations rattachées à des architectures de processeurs. Vous avez ce genre de terme un peu moins courant, mais ça peut arriver. Il est très souvent utilisé dans les manuels aussi, le overview. Donc vous cherchez un nom d'architecture, vous mettez overview, genre MIPS overview, ARM overview, x86, Intel IA32 overview, vous trouvez plein de manuels. Et ça, c'est un terme aussi qui revient très souvent, reference manual, quand vous avez un manuel de référence tout simplement sur certaines architectures. Donc vous pouvez comme ça trouver soit des documentations, je sais que ARM ils font souvent des documentations en ligne directement, avec un sommaire, tout un système de recherche. Vous avez certains PDF, ça c'est plus chez Intel, AMD, vous avez carrément des PDF complets chez Intel, hein, beaucoup, Intel c'est par milliers, des PDF sur tout en fait, architecture, sur plein, toute leur technologie en fait, hein, sur SSE, AVX, vous pouvez trouver plein de documentation aussi, donc en plus de tout ce qui est jeu d'instruction et registres. Et dans ces manuels, vous retrouverez tout. Voilà, vous allez retrouver les registres généraux, les registres spécifiques, comment manipuler différentes données de votre processeur. Vous allez retrouver bien sûr tout le jeu d'instruction, mais ça concerne surtout ceux qui font de la programmation en langage d'assembleur. Voilà, en tout cas vous avez toute la documentation qu'il vous faut à ce niveau-là, si besoin. Donc vous avez comme ça quelques indicateurs, quelques mots-clés à utiliser, et encore une fois, privilégiez l'anglais, puisque vous trouverez davantage de choses comme ça, dans la mesure où les manuels sont en anglais de toute façon. Voilà, Intel ne produit pas de manuel de référence en français, ça n'aurait pas de sens. Comme il faut que ce soit compréhensible pour la majeure partie des gens de la planète, tout est principalement écrit en anglais. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait beaucoup d'informations. S'il y a bien évidemment des questions, parce que vous avez vu, je suis passé des fois un peu vite sur certaines choses, moins vite sur d'autres, parce que je ne veux pas faire trop long non plus, mais j'ai pas l'habitude de bâcler mes vidéos, donc je prends le temps de bien tout expliquer, et si ça dérange les gens que ce soit un peu long, ils peuvent aller ailleurs, donc c'est pas un problème. N'hésitez pas, voilà, poser des questions à ce niveau-là, on peut en discuter comme on le fait habituellement. Renseignez-vous, on va trouver quelques PDF à droite à gauche sur certaines architectures. De toute façon, on fera référence à pas mal de manuels, des fois pas mal de documentation quand on programmera, parce qu'encore une fois, il y a des choses qu'on n'invente pas, il faut bien se renseigner, se documenter sur le fonctionnement ou l'architecture externe d'un processeur pour travailler en tout cas sur une famille d'architecture. Donc on n'invente rien, on ne fait que se documenter et s'adapter à tout ça. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain contenu, et encore une fois, ce genre de vidéo fera partie des prérequis qui vous serviront si vous voulez programmer un langage d'assembleur. Donc dès les premières vidéos du cours de langage d'assembleur, n'hésitez pas bien sûr à faire référence et à voir et revoir ce genre de contenu, ce genre de présentation là qui vous aidera pour la suite. À bientôt tout le monde, ciao.